Bonjour, je suis également très content de pouvoir vous faire cette présentation ce matin. Donc, je suis Thierry Delorme, je suis le responsable technique de la partie finition ameublement à FCBA. Donc, en quelques mots, moi j'ai une formation initiale de laqueur vernisseur, j'ai fait un DMR il y a pas mal d'années. J'ai travaillé en atelier de laquage, puis je suis rentré à CTBA comme laqueur vernisseur. CTBA est devenu FCBA en 2007. Aujourd'hui, depuis 2007, j'assure la responsabilité technique à la fois de l'atelier et du laboratoire d'essai. L'atelier, c'est ce que vous voyez, enfin vous apercevez en haut à droite de l'image. L'atelier, il va nous permettre de travailler sur les process finition. On va avoir un atelier de ponçage séparé pour isoler les poussières. On va avoir un atelier d'application pour appliquer les produits soit par pulvérisation en cabine avec des applications manuelles, soit à plat avec une vernisseuse à rouleau. C'est celle que vous apercevez sur la photo avec une rideau également. On va avoir en moyen de séchage à peu près toute la typologie courante de l'industrie de l'ameublement, c'est-à-dire de l'air chaud, de l'air ambiant aussi évidemment, de la percussion, du laminaire, de l'infrarouge, des UV à plat et en volume. Et tout ceci est à disposition des entreprises pour faire de la mise au point de process, faire des formations, faire du développement. On utilise également cet atelier avec le soutien du Codifab pour travailler sur des nouvelles méthodes de production. On a travaillé récemment sur le collage des champs, on a travaillé sur les vernis séchage UV LED, on a travaillé sur les peintures en poudre, etc. Donc, le domaine est assez large. En dessous, vous apercevez une photo du laboratoire d'essai. Le laboratoire d'essai, il est composé de deux parties. Il y a une partie, celle que vous voyez, où on va retrouver les machines pour faire des essais assez, je dirais, ponctuels, peu bruyants. Par exemple, des essais de rayures, des essais de choc, des essais d'abrasion. Et tout ce qui est essai climatique, avec le parc d'enceintes climatiques que nous avons, est dans un autre local. Et là, on va pouvoir faire tout ce qui est variation, chaud, froid, humide, qu'on verra un peu plus tard. Ça, c'est un espace qui est séparé pour se mettre à l'abri du bruit en particulier. Voilà. On va rentrer un peu plus dans la technique. Donc, on va aborder trois axes principaux aujourd'hui. Tout ce qui est critères et caractérisation des finitions. Alors, ce qu'on appelle finition, ce n'est pas que les finitions, les peintures, les vernis, c'est aussi les stratifiés, les PPSM, les foils, etc. Il y a l'ensemble des surfaces qui sont abordées aujourd'hui. On va voir quel vocabulaire technique utiliser. Donc, on va essayer de cerner sur les plus courants, les plus fréquents. On va aussi voir comment on s'adapte aux besoins. Et on aura un petit temps de questions-réponses en fin de session. Voilà, le programme, vous l'avez lu avant de vous inscrire, sans doute, donc je ne vais pas m'y attarder davantage. Euh, D'abord, la finition, quel est son but? Euh, Dans la production, souvent, la finition, c'est un peu le parent pauvre qui arrive à la fin, et pourtant, elle est essentielle. Donc, souvent, on ne lui accorde pas toujours l'importance nécessaire. On va souvent se focaliser sur les outils de production, sur les moyens d'usinage, et finalement, la finition, à la fin, on doit rattraper du temps. Et souvent, on a la contrainte d'un budget très serré. On a trois motivations principales pour faire une finition. D'abord, c'est tout ce qui est caractéristiques physiques. On emploie de plus en plus ce terme de cosmétique maintenant. Donc, c'est important parce que ça va vous permettre d'être, je dirais, attractif. Vous allez pouvoir vous identifier, soit par une couleur, soit par une qualité de finition. Ça va vous permettre d'acheter, de vendre et de faire des réassorts d'une manière, je dirais, plus sereine. Si vous savez ce que vous avez
comme finition, vous pouvez plus aisément la contrôler. Après, il y a la partie technique. Une fois que j'ai acheté un produit, je veux qu'il dure. Aujourd'hui, la durabilité des mobiliers est un critère aussi important. Et puis, il faut satisfaire l'utilisateur. Si j'achète un beau produit et que ce produit, ben, très vite, il se dégrade, je vais être d'une part déçu. Je vais éventuellement en racheter un autre avec l'impact environnemental que ça a, mais aussi l'impact sur la marque, puisque si je suis déçu, je ne vais pas forcément mettre un avis négatif, mais je ne vais pas y retourner. Et puis, je dirais l'image de marque est fortement impactée. Souvent, je fais le parallèle avec un vêtement. Si vous demandez un vêtement, c'est très flou. Vous allez demander automatiquement ce que c'est. C'est un t-shirt, c'est une chemise, c'est un tailleur, c'est un pantalon. Vous allez aussi décrire, demander sa couleur. Si je veux du rouge ou du bleu, je vais le formaliser. Vous allez indiquer votre taille. Mais les finitions, c'est un petit peu pareil. On a un minimum d'éléments à communiquer. On ne devrait pas aujourd'hui demander une finition brillante, mate, parce que c'est insuffisant. C'est comme si je vous demande un vêtement et que je ne dis pas que je le veux en coton ou en lin ou en polyester, etc. Voilà. Et la partie technique, comme un vêtement, si vous l'achetez qui est rétréci au premier lavage, vous allez être extrêmement déçu. Et ben, en fait, vous pourriez accorder au moins autant d'importance à vos finitions qui sont faites pour durer que à vos vêtements. La finition, on va avoir quatre grands modules pour caractériser nos finitions. On a tout ce qui est aspect physique. Dedans, on va mettre la forme du meuble, la couleur, la brillance, la texture. Ça, on va donner l'envie d'achat à votre consommateur final. Et puis, pour que ça soit solide, que ça dure, on va s'attacher à ce qui est résistance mécanique, climatique ou chimique. Quand on développe quelque chose, quand on veut communiquer, il faudrait au moins se poser la question de ces quatre modules. Est-ce que je mets une exigence, pardon, ou pas sur ces modules? Et si je mets une exigence, qu'est-ce que je mets comme exigence? On va décrire une finition pour nous, pardon, on va être essentiellement axé autour de la couleur, de la clarté, de la texture et de la brillance. Alors, couleur, clarté, je l'ai dissocié ici, parce que dans notre vocabulaire, les gens vont parfois dire, je voudrais un mobilier bleu clair, par exemple. Mais ça ne va pas nous suffire. Ou bleu mat, ou bleu brillant. Et là, en fait, on a besoin de clarifier un petit peu mieux tout ça. Euh, on va permettre, avec cette méthode, d'économiser du temps, parce que si je vous dis clairement que je veux telle finition, telle brillance, telle texture, ben, en fait, vous allez aller beaucoup plus vite à, à le formaliser. Donc, on n'a pas des allers-retours avec des envois d'échantillons, des choses comme ceci. Et on va réduire les coûts matières, puisque si je vous demande, par exemple, une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus rouge ou moins brillante, à un moment donné, ben, en fait, on fait des allers-retours, on prend de la matière, on fait des mélanges et on perd beaucoup de temps à essayer de se comprendre. Donc, l'idée, c'est de mettre un vocabulaire commun. On va avoir différents outils pour travailler. On va avoir tout ce qui est description visuelle et tout ce qui est description instrumentale. On part très souvent de la couleur. En description visuelle, on va avoir des nuanciers et des atlas. Personnellement, je ne suis pas très fan des nuanciers, je préfère les atlas. On va avoir en document support physique des échelles de clarté. Et en instrumental, on va pouvoir communiquer avec des coordonnées colorimétriques, avec des courbes spectrales. Concrètement, la mesure instrumentale, elle est très pratique, elle est très utile parce qu'elle va me permettre à distance de valider une couleur. Euh, pour ça, il faut bien comprendre ce qu'on mesure. Il faut le matériel, il faut que les géométries d'instruments soient bien maîtrisées et il faut savoir si on a intégré ou pas dans la mesure le brillant ou pas. C'est ce qu'on appelle le spéculaire.
inclut le SCI ou le spéculaire exclut le SCE. C'est important parce que ça va modifier la perception de la couleur. Quand on parle de mesure instrumentale, il m'est arrivé de rencontrer des cas où on fait les mesures, on valide, mais comme on ne sait pas comment on a mesuré, eh ben en fait, on ne sait pas dire si c'est bon ou pas bon. Donc là, il est important de connaître sa géométrie de mesure, ses illuminants, ses observateurs, etc. Un nuancier, il est ordonné. Un atlas ne l'est pas. Alors, si on prend un nuancier, par exemple, comme celui-ci, on a toute une collection de couleurs. Elles ne sont pas rangées. C'est comme des voitures immatriculées sur la route. Elles sont toutes identifiées, mais elles ne sont pas dans un ordre logique. Si on prend un atlas, les couleurs sont ordonnées. Donc, on va avoir possibilité de corriger une couleur d'une manière plus facile. Euh, c'est pour ça que l'atlas est, selon moi, plus facile à utiliser. Si je prends un exemple concret, j'ai un client qui veut choisir une couleur et il voudrait celle-ci. Je n'ai pas l'échantillon de cette couleur. J'ai uniquement celui-là et celui-là. Si je suis dans un nuancier, je ne peux pas écrire la référence de celui qui est au milieu. Si je suis dans un atlas, je peux écrire la référence de celui qui est au milieu. Par exemple, ici, j'ai du 20-60, j'ai du 20-50. Si j'écris, même si je ne la possède pas physiquement, si j'écris dans ma commande, je commande une laque 20-40, j'aurai cette couleur. Et avec vos fournisseurs de laques, ça ne pose pas de problème, que ce soit des laques sur métal ou des laques sur bois. Donc ça, c'est vraiment un outil utilisable. Et la logique, elle est ici. En fait, vous allez avoir en grande coordonnée, vous avez l'angle de teinte, vous allez avoir le deuxième chiffre qui va être la clarté, et la saturation, elle est exprimée entre le 50, par exemple, et le 60, entre ces deux pastilles-là. Si je veux entre du 50 et du 60 en saturation, je vais marquer du 55. Le principe, il est là. Et les écarts peuvent être beaucoup plus importants. On va aussi avoir des échelles de brillance. Alors, je ne vous ai pas montré l'échelle de clarté juste avant. L'échelle de clarté, c'est un petit outil assez simple. C'est des pastilles de carton qui sont perforées. Ici, on a un masque qui est très foncé et on a un masque qui est très clair de l'autre côté. Si je pose une couleur derrière, je vais pouvoir situer ma clarté assez facilement. Et ça, c'est utilisable à la fois pour les opaques et à la fois pour les teintes sur bois. Donc, ça reste un outil très pratique pour savoir si ma finition est trop claire ou trop foncée. Si je veux mesurer la brillance, donc j'ai aussi des échelles avec des nuanciers de brillance, avec des gris, des blancs et des noirs. Et j'ai également en instrumental ce genre d'outils, ce sont les brillances mètres. Et ces brillances mètres vont nous permettre de suivre la production. Les cotations visuelles ont l'inconvénient d'être soumises aux facteurs humains. Elles sont assez faciles à appréhender. C'est du physique, c'est du concret. Donc, ça aide au dialogue quand on est en local. Lorsqu'on est en instrumental, on va pouvoir capitaliser les données, on va pouvoir les échanger à distance. Donc, c'est quelque chose qui est très complémentaire. Et l'un ne se substitue pas à l'autre. L'instrumental ne va pas impliquer de supprimer l'évaluation visuelle. Ici, vous avez quelques photos d'outils que je vous ai montrées. En haut à gauche, vous avez l'échelle de brillance que je vous ai montrée. En bas, vous avez les échelles de brillance. Et ce qui est important, quand on exprime des qualificatifs sur des couleurs pour dire que c'est clair, foncé, on se repère par rapport à la clarté. C'est le tableau qui est en haut à droite. Pour le brillant, c'est pareil, on a des tableaux, ce sont des repères qui sont normalisés avec différents cas de figure, et ça vous aide à savoir ce qu'est un satiné, un mat, un brillant, un, un satiné, mat, etc. Donc là, on va avoir, avec ces outils-là, un bon repère. Si vous demandez juste un satiné, l'échelle est très très grande. Là, on est entre 10 et 70. En fait, il y a vraiment une grosse différence.
Donc, dans certains cas, c'est utile d'avoir ce vocabulaire-là pour s'orienter et avoir la bonne finition. Un autre critère important sur la perception de l'aspect, c'est la peau d'orange. La peau d'orange, c'est l'ondulation de surface. C'est une valeur qui est très importante lorsqu'on veut qualifier une surface, notamment brillante. Sur les maths, il n'y a pas d'intérêt puisqu'on n'a pas cette perception-là, même si on peut mesurer instrumentalement l'ondulation. Le trouble, c'est une crispation de la surface. Il faut essayer de ne pas dissocier les deux. Il faut essayer de ne pas confondre les deux, pardon. Là, sur votre droite, vous avez une image. C'est un reflet sur un décor. C'est un décor collé, un stratifié. Si on le mesure avec un brillance mètre, on a une valeur qui est relativement élevée. Mais si on regarde la qualité de reflet d'une image dans cette finition-là, bah, c'est très trouble, donc c'est illisible et ça ne donne pas envie de l'acheter. Souvent, un tendu lisse est associé à un haut niveau de qualité. Attention, il faut être capable de le produire. Selon moi, il vaut mieux avoir une finition maîtrisée homogène qu'un panneau super beau et un panneau qui est un peu moins beau. Il faut qu'il soit donc être homogène et il faut qu'il dure. Si vous avez une finition qui est bien tendue, qui est séduisante, je l'achète et un an après, mon support a travaillé parce qu'il a séché, parce qu'il s'est effondré, ma finition va devenir ondulée. Et c'est ça qui va faire apparaître la peau d'orange. La peau d'orange, on va aussi la voir apparaître si la pulvérisation, par exemple, du produit n'est pas correcte. On a développé au début des années 2000, pour l'apparition des vernis à l'eau, une méthode d'observation. Donc en bas à gauche, vous voyez un négatoscope qui est rétro, donc ça fait un rétroéclairage. On a une grille métallique et ce qu'on va observer, c'est le reflet de cette grille. Donc en haut de la diapo, vous avez le 2, le numéro 2 qui symbolise ce négatoscope. Le 3, c'est la grille. Et l'observateur est derrière, il va regarder la qualité du reflet. C'est assez basique, mais ça fonctionne très bien. Et en fait, ça vous permet de contrôler en production ou à réception votre tendu. Pour ça, on a développé une grille, une cotation, 1, 2, 3, 4, 5, et on va pouvoir qualifier nos finitions. On va pouvoir valider comme ça un changement de support. Je change de MDF, par exemple. Où je remplace mon MDF apprêté par un PPSM à laquer. On va pouvoir valider un changement d'après, puisque l'importance de la finition dans ce cas-là, c'est vraiment lié aux sous-couches. On va pouvoir également valider des jonctions d'assemblage lorsqu'à des endroits où on a des changements de géométrie. Et là, comme ça, très rapidement, très intuitivement, on va pouvoir valider cette caractéristique-là. Un autre avantage, c'est que si on n'a pas de panneau rétroéclairé, là on a utilisé un négatoscope, on va pouvoir utiliser juste la grille ou une impression sur un film transparent et avec une fenêtre, un calque derrière, on va pouvoir faire un contrôle in situ, que ce soit chez le client qui exprime une réclamation ou que ce soit en production chez un sous-traitant ou un fournisseur. L'idée, c'est vraiment de formaliser ce qu'on veut pour que ça soit rentable pour l'entreprise. Ça va bénéficier à l'acheteur, au fabricant, aux fournisseurs de matières premières, aux vendeurs de meubles. Le vendeur de meubles, il va pouvoir clairement expliquer ce qu'il vend. Il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas de quiproquo. Le fournisseur de matières premières, il va pouvoir comprendre rapidement, fournir le bon produit pour la bonne application. Et l'acheteur, évidemment, puisque si je sais ce que j'achète, je peux acheter la qualité qui correspond à mon besoin. Euh, Si, à un moment donné, mon critère d'achat, c'est uniquement, par exemple, le prix au mètre carré pour un papier décor ou le prix au kilo pour une laque pulvérisée, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, je vais baisser en qualité. Et peut-être que je vais consommer plus de produits, plus d'après, plus de lacs pour arriver à un résultat moins bon. Donc finalement, mon coût de production sera supérieur. Et si j'ai la même démarche avec, par exemple,
un PPSM. Si je tire trop vers le bas mon prix et que je n'achète que sur le seul critère prix sans critère technique, je vais avoir par exemple ma couleur, mais je vais baisser en performance. En fabrication, je vais avoir des défauts, des rayures qui vont apparaître, des chocs, et en usage, mon produit va se dégrader possiblement plus vite. Et un produit parfois trop économique revient plus cher. Il faut savoir que les essais, on peut les réaliser aussi en production, dans les labos d'usine ou sur la chaîne de production. Suivre sa brillance, suivre son épaisseur, c'est important. Suivre, par exemple, sur des petits cartons comme celui-ci, suivre la quantité de produits déposés pour une laque. Là, j'arrive avec mon pouvoir couvrant, j'arrive à masquer les bandes noires et blanches, donc j'ai un bon pouvoir couvrant, j'ai la bonne épaisseur. Si j'arrive pas à masquer ces bandes, c'est que soit j'ai pas assez de pigments, soit j'ai pas mis assez d'épaisseur. Ça peut aussi m'aider à détecter en production assez rapidement que mon produit n'a pas été homogénéisé correctement. Si mes pigments sont restés au fond du bidon, au début, je ne vais pas couvrir suffisamment. À la fin, je vais avoir trop de pigments et je vais avoir pas assez de résine pour lier ces pigments. Je risque d'avoir des défauts d'adhérence, de tenue, de résistance, etc. Donc, ces petits contrôles en production sont utiles parce que c'est des bons indicateurs. Voilà, donc c'est suivi de production, la motivation, c'est cahier des charges partagé entre fournisseurs et applicateurs. Et puis la finition, souvent les essais finition sont réalisés pour avoir une preuve pour obtenir une certification. Par exemple, les référentiels de certification NF Ameublement, NF Collectivité, etc. Il y en a pour chaque catégorie de meubles, ou alors pour répondre à un cahier des charges. Mais pensez bien que ces contrôles, ces essais servent aussi à vérifier que ce qu'on a fait est bien. Quand vous cuisinez chez vous, vous faites un gâteau, par exemple. À la fin de la cuisson de votre cake, vous plantez une lame de couteau pour voir si la cuisson est bonne. Et ben, c'est la même démarche. Vous n'allez pas servir un gâteau cru ou trop cuit. Et ben, la finition, ça se contrôle de la même manière qu'une cuisine. Et avec, dans certains cas, des choses pas trop complexes. Donc, vérifier sa production en cours permet de livrer un client avec un maximum de sécurité. Pour ça, on va parcourir quelques repères. Pour se repérer, on a des normes de méthode, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales, les NF, EN ou ISO. On a aussi des normes clients, c'est le cahier des charges du client. Le cahier des charges, il peut être formalisé d'une manière très technique ou il peut être très vague. S'il est vague, je veux un panneau noir, ben, je ne sais pas si mon panneau, c'est un PPSM, un papier décor, un foil ou si c'est une laque. Donc, il faut essayer de clarifier tout ça. Euh, Il y a des seuils également qui sont issus de normes d'exigence ou d'un cahier des charges. Attention, les normes de méthode n'ont pas forcément d'exigence. Un exemple concret, j'ai une norme de méthode, la NFD 60050, qu'on verra un petit peu plus tard, c'est une norme de méthode. Donc, je ne peux pas demander une conformité à une norme de méthode, puisque je n'ai pas de seuil. Donc, quand vous avez une norme de méthode, il faut demander le seuil à atteindre. Et puis, vous avez aussi des normes de matériaux qui s'opposent souvent à des normes d'usage. Alors, des normes de matériaux, par exemple, on va avoir des normes spécifiques pour les peintures. On va avoir des normes spécifiques pour les films polymères. On va avoir des normes spécifiques pour les plastiques, des normes spécifiques pour les mélaminés, des normes spécifiques pour les stratifiés, etc. C'est sans fin. Et quand vous voulez comparer deux matériaux, est-ce que mon choix, je le fais sur un PPSM, sur un stratifié, sur une laque, sur un foil? En fait, vous ne pouvez pas comparer les résultats puisque les méthodes sont différentes. Aujourd'hui, dans l'ameublement, on travaille de plus en plus par des normes, avec des normes d'usage. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est mon utilisateur, c'est satisfaire mon utilisateur. Euh, Quand je vais poser un objet, une casserole sur un plan de travail, que je ne me pose pas la question si c'est du bois, si c'est du stratifié, si c'est du solide surface, si c'est du verre. Je prends, je pose mon objet.
Et donc, pour ça, on a des normes d'usage. La norme d'usage la plus fréquemment utilisée chez nous, c'est la 60050. Elle est symbolisée par la grosse boule bleue sur le graphique. Elle est en lien avec des boules vertes, et les boules vertes sont en lien avec d'autres boules bleu foncé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une norme, toute seule, elle est rarement complète. Elle est souvent interconnectée avec d'autres modules, parce que on va avoir dedans des informations sur des matériels, des méthodes, des exigences en certains cas. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que les normes sont élaborées par des groupes de professionnels. Ce ne sont pas des choses qui tombent comme ça euh, du ciel. Euh, les professionnels peuvent participer. Vous pouvez participer soit dans les groupes de travail, donc les groupes de normalisation, donc là, il faut s'inscrire auprès du BNBA, soit vous pouvez participer, si vous êtes potentiel utilisateur de ces critères, au moins aux enquêtes. Quand vous suivez les enquêtes, vous pouvez vous exprimer. Lorsque le texte est sorti, la méthode est sortie, c'est trop tard pour vous exprimer et dire ah, j'aurais bien aimé que ce soit plus comme ci, comme ça. Si vous ne vous exprimez pas, on n'a aucune chance de vous entendre. Et si vous vous exprimez et que vous partagez un point de vue à plusieurs, ben en fait, à un moment donné, on va essayer de prendre en compte vos remarques pour que les textes, les méthodes d'essai ou les seuils soient adaptés à vos besoins. Voilà. Un texte, c'est toujours un accord aussi, c'est toujours un compromis. Donc, il n'y a pas toujours un texte idéal. On essaye de le faire néanmoins. En France, la normalisation elle est sous le pilotage du BNBA, c'est le Bureau de normalisation bois ameublement, qui est supporté en partie par l'ameublement français, là encore. Et c'est l'AFNOR qui diffuse les normes. Nous, on est membre d'un certain nombre de commissions de normalisation, mais on achète nos normes aussi. Voilà. C'est lié à un copyright. C'est pour ça que dans cette présentation, vous n'aurez pas de texte normatif. Voilà. On va néanmoins parcourir quelques exemples. Vous avez un petit historique sur la 60050 que j'ai évoqué tout à l'heure. Avant 2000, chaque type de mobilier avait sa norme. Je faisais un pied de chaise, je faisais une porte d'armoire, je faisais une table, un chevet, un lit, un bureau pour une école. Chacun avait son univers. Des fois, ça se recoupait. Donc, il y a eu une harmonisation qui a été faite au début des années 2000. Euh, et donc, on est en norme d'usage. L'idée, c'est d'aller prendre au maximum des normes, des méthodes qui soient partagées aussi au niveau européen lorsqu'elles existent. Là, un petit exemple, c'est comment je regarde. Donc l'aspect, tension du film, ce qu'on va définir, c'est quels sont les moyens d'éclairage. Pour évaluer mes normes, il y a beaucoup de cotations visuelles. Pour faire ces cotations visuelles, on va utiliser soit une lumière naturelle qui ne doit pas être affectée par des arbres, par un vitrage teinté, par exemple. Donc nous, on a des verres non teintés sur notre laboratoire. Et puis quand je suis en milieu industriel, on peut utiliser, par exemple, ce type de lampe. Là, vous avez une lampe dont la lumière, quand on la met suffisamment loin, est proche de la lumière du jour, c'est-à-dire entre 5500 et 6500 Kelvin. Et ça va me permettre de comparer dans un atelier deux teintes côte à côte en n'étant pas trop influencé par les nuances de couleurs liées à l'éclairage de l'atelier. On a aussi ce genre de matériel. Ça, vous trouvez ça, par exemple, dans les rayons photographie. Euh, Chez les fonctions de matériel de photo, on va avoir des petits panneaux LED aujourd'hui qui vont nous permettre d'éclairer avec une température de couleur qu'on maîtrise. Vous avez dans le commerce des lumières, on peut acheter des ampoules de température chaude, température de couleur chaude ou froide, et bien c'est ce qu'on va pouvoir maîtriser avec ça. L'idée, c'est d'avoir la bonne évaluation. Et puis sur les défauts, par exemple, les défauts d'ondulation qu'on évoquait tout à l'heure, nous, on a développé une méthode au début des années 2000. En 2014, on a partagé ça sur des groupes de normalisation européens. Et puis le texte européen est sorti en 2018. Voilà. Vous avez en bas à droite un exemple, on fait des tâches sur des supports avec des finitions. Et ben, pour les côtés, c'est important d'avoir la bonne lumière. Sinon, on fait une cotation qui est erronée.
quand vous faites vos contrôles de couleur en production, assurez-vous autour de vous d'avoir un éclairage qui ne vous influence pas trop. Voilà. Sinon, prenez des petits accessoires comme ceux que je vous ai présentés. Voilà. Là, on a la brillance. C'est un autre critère très important sur l'aspect, hein. Le premier aspect que je vous ai montré précédemment, c'était plus pour évaluer la couleur ou des différences de couleur. C'est lié à la brillance. La brillance a une très, très grande influence sur la perception de la couleur. Euh, on va utiliser un brillance mètre qui a 3 angles. Et donc là, on a une norme, c'est la 2813, qui nous décrit l'instrument. Mais on ne fait pas la mesure selon la norme 2813. La norme 2813, elle va permettre, par exemple, à votre fournisseur de lac de vérifier sa lac. Sa lac, il va l'appliquer sur une plaque de verre, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc, on va avoir une différence entre une application sur plaque de verre et une application sur bois. Ce qui fait que si j'achète, par exemple, une laque ou un vernis à 65 gloss sur plaque de verre, quand je vais l'appliquer sur bois, la valeur va descendre un petit peu. C'est normal. Et pour ça, nous, on utilise une autre norme européenne qui est la 13722, et on va prendre en compte le fait d'appliquer sur un support bois, notre lac par exemple, et on va prendre en compte la texture. La texture, c'est le veinage du bois. Euh, on va également prendre en compte cette texture si on a un PPSM ou un stratifié qui a un veinage qui est structuré, si on a un relief. La, la brillance, elle a beaucoup d'intérêt. Alors donc, je vous ai bien dit, c'est différent. La 2813 sur verre et 13722 sur nos supports bois. Elle a beaucoup d'intérêt parce qu'on va pouvoir suivre la production. Tout à l'heure, je vous parlais pour la couleur de l'homogénéité du mélange. On va avoir des températures de séchage ou de presse. On va pouvoir contrôler que le lot de PPSM ou de stratifié est toujours conforme à ce qu'on demande. Donc ça, c'est applicable sur des supports, enfin des finitions pulvérisées, appliquées ou des finitions collées. Vous pouvez comme ça contrôler quelque chose qui est assez important. Si je prends par exemple cet échantillon-là, je vais essayer de l'orienter avec la lumière. Cet échantillon-là, mon client le choisit sur un nuancier. Ça lui plaît. Et puis, il dit, bah, tiens, je voudrais cette finition-là, mais un peu moins brillante. Je la voudrais en mat. Et en fait, ce que je lui dis, c'est ça. La perception de la couleur va être très différente. Donc, il va dire, mais la couleur n'est pas assez vive. Il faudra comprendre, elle n'est pas assez saturée. Et en fait, c'est pour ça que cette brillance est très importante dans votre fabrication. Si vous avez une mauvaise application, un mauvais séchage, et que vous livrez par exemple un ensemble, une cuisine, et qu'entre les portes, vous avez un écart de 3 glosses entre deux portes, c'est acceptable. Si vous avez un écart de 15 glosses ou 20 glosses, c'est pas acceptable parce que le client il va se dire c'est pas la même finition, c'est pas la même couleur. Si vous prenez ce qu'on a vu tout à l'heure, un spectrocolorimètre en spéculaire exclu, vous pourrez dire si c'est la même couleur. Mais en inclus, ce ne sera pas la même couleur. Donc l'apparence sera différente. Et c'est ça qu'il faut s'approprier, même si ce n'est pas facile sur un temps aussi court. C'est ça qu'il faut s'approprier, c'est qu'est-ce que ma valeur représente. Donc si je fais ma couleur, ma brillance, déjà au niveau aspect, j'ai déjà bouclé pas mal de choses et j'ai limité d'insatisfaction. La brillance, on va aussi pouvoir l'utiliser pour évaluer le trouble. Donc, en fait, vous avez vu qu'on a 3 angles de mesure, c'est-à-dire qu'on éclaire la surface avec 3 angles différents selon la brillance de la surface, et que ce soit un PPSM, un stratifié, une laque ou un verre laqué. Si j'ai un repère que j'ai, par exemple, entre 2 angles, j'ai un écart de tant d'unités, en contrôle à production, en contrôle à la réception, je vais avoir un écart que je vais essayer de maintenir constant. Si cet écart augmente, ça veut dire que j'ai une différence d'aspect, que mes clients vont à un moment donné me dire c'est pas pareil. Et donc ça, ce sera la notion de trouble. Voilà. On enchaîne avec un autre critère important, c'est la tenue à la lumière. La tenue à la lumière, donc on l'a fait avec toujours une norme, la 60050, qui reprend du matériel décrit dans une norme européenne 1587. Et dans cette 60050, on vous précise des points
qui ne sont pas clarifiées dans la 1587 européenne. Et là, on va regarder que votre finition, elle dure suffisamment longtemps. Et une finition ne jaunit pas forcément. Sur le marché, par exemple, l'illustration qui est en bas, on a eu des tensions sur certains pigments blancs qu'on remplace par d'autres et ces nouveaux blancs ont tendance à bleuir. C'est l'exemple de ce que vous avez en bas, où la couleur d'origine est à gauche, la couleur après exposition est à droite. Sur les échantillons au-dessus, vous avez la même exposition. Certaines couleurs résistent, d'autres ne résistent pas. Et ça va vous permettre de bien sélectionner vos produits pour qu'ils durent longtemps, pour qu'ils soient, entre guillemets, durables. Sur la photo que vous avez en haut, j'ai utilisé une charte de couleurs pour faire ma photo, la Color Mix. Si vous êtes amené à utiliser ça pour des photos, c'est pas mal, ça permet de corriger les écrans derrière. Voilà, donc ça, on va faire vieillir notre couleur. On a une partie cachée, une partie exposée, et on regarde le contraste. Ça permet de détecter des changements de matière première, par exemple. Si je n'ai pas d'exigence, je demande juste une couleur, par exemple un rose pétant. Je vends un meuble rose pétant. Au bout de quelques mois, il est tout terne. Ben, mon client va être extrêmement déçu. Et mon meuble ne sera pas durable, il va être repeint par le client, voire être refabriqué, etc. Donc ça, c'est assez important. Souvent, la question, c'est, oui, mais ça correspond à quelle durée dans la vraie vie? Alors, on ne va pas s'engager dessus. Simplement, on sait que quand on fait, nous, un bleu numéro 6, statistiquement, on va dire, c'est qu'on n'a pas de réclamation dans les premières années de la vie du meuble. Ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas du tout. Voilà. Après, on a des essais mécaniques, comme la résistance à la rayure ou à l'abrasion, que vous avez en illustration. Donc là, on va faire une sollicitation et on va voir comment réagit ma finition, ma surface. Et ce qu'on veut, c'est que ça corresponde à l'usage. Et ce sont des méthodes qui peuvent évoluer. Euh, ces dernières années, on a eu des évolutions, notamment avec la micro-rayure, le frottement et d'autres voies. On va le voir après. Voilà. Et là, en fait, ça va vous permettre de savoir si je résiste suffisamment longtemps. On n'a pas la même sollicitation quand on fait une table pour une collectivité, où on va mettre des plats, on va les maltraiter, voire empiler les tables, les chaises, que pour un particulier. Donc, chaque domaine a son niveau d'exigence. La méthode est la même, mais le niveau d'exigence va être ajusté en fonction de la destination du mobilier. Là aussi, on peut faire des tests usines. Par exemple, là, vous avez des matériels de laboratoire pour la résistance à la rayure. En usine, on va pouvoir faire. Alors, nous, on a un petit montage avec la même pointe, avec une force donnée. Et puis, sinon, en standard, vous pouvez trouver des machines comme celle-ci, des petits dispositifs. On va mettre des crayons avec différentes duretés et on va faire circuler sur notre surface le petit chariot. Et en fonction de la trace laissée, on va dire ça résiste ou ça résiste pas. Ça, c'est du contrôle en production. On a aussi des scléromètres qui vont permettre de marquer la surface, de faire une rayure avec un ressort précontraint. Mais là aussi, il faut faire du comparatif. On n'est plus dans des valeurs, entre guillemets, absolues. Mais ça va vous permettre de vérifier que vous n'avez, par exemple, vous avez toujours la même qualité d'overlay sur un stratifié. Euh, En climatique, on va en avoir ouais, un grand panel. On va voir tout ce qui est immersion, par exemple pour vérifier la corrosion des métaux, le gonflement des panneaux. On va voir tout ce qui est exposition au chaud, au froid, à l'humidité, au climat sec, puisque des fois, le climat sec va provoquer des retraits qui posent problème. On va voir tout ce qui est condensation. Donc, condensation, c'est des micro-gouttes qui vont se former, qui vont ruisseler. Et on va voir tout ce qui est la résistance à la lumière. On va pouvoir comme ça valider des collages. Le climatique, il est énormément utilisé pour valider les collages, pour valider également les variations dimensionnelles des mobiliers, pour pas que ça casse, pour pas que ça coince, pour pas que les matériaux assemblés, à un moment donné, créent des marges qui font des défauts. Euh, et là, on va pouvoir valider la durabilité des produits. Euh, du coin de l'œil, je surveille le chrono. Je vais vous donner un exemple rapidement.
j'assemble deux matériaux, par exemple un matériau qui va peu travailler en épaisseur, un matériau qui lui va réagir plus vite, c'est par exemple l'emboîture en massif. Au milieu, j'ai un matériau dérivé de bois et par-dessus, j'ai un plaquage de massif. Si j'ai la lalaise ou l'emboîture qui gonfle légèrement en emboîture, à un moment donné, je peux avoir une marque. Sur un bois à grain fin, comme par exemple un merisier, euh, on a eu des SAV conséquents euh, sur des différences d'auteur de 35 microns. Parce qu'à 35 microns, la fibre de bois faisait comme une marque d'ombrage. Donc, c'est des choses à bien valider avant. Quand il y a beaucoup de pièces, ça peut être significatif. Donc, faire ces essais-là pour valider la durabilité, la stabilité de mon produit, c'est assez important. Ensuite, je vais vous partager quelques exemples. Alors, les exemples partageables sont ceux qui ont été financés collectivement. Ces financements collectifs, c'est soit un groupe d'industriels qui se réunit, par exemple le groupe cuisine salle de bain, le groupe technique cuisine salle de bain, ou alors par l'ameublant français à travers le Codifab qui nous demande de développer des méthodes pour répondre à des problématiques particulières. J'en ai pris quelques exemples. À gauche, c'est une photo que j'ai faite dans un hôtel. Euh, Certes, je ne fais que passer dans l'hôtel. Moi, je trouve que ce meuble n'est pas super séduisant. Donc, c'est typiquement ce qu'on va trouver sur des coins cuisine ou dans des appart-hôtels, par exemple, ou dans des salles de bain. Le panneau on voit qu'il a nettement gonflé et l'hôtel avait été refait entièrement 3 ans avant. L'ordre de grandeur, c'est ça. Je ne sais plus si c'était 3, 4 ou 2, mais c'était quasi neuf et le meuble était déjà dégradé. On a des essais qui existent, mais ça ne répondait pas aux besoins. Donc, on a essayé de faire un constat. Donc, vous avez au centre une photo qui montre un dispositif. Il y a une casserole qui bout avec des pattes. Au-dessus, j'ai accroché sur la hotte un petit thermocouple et j'ai enregistré la température de la vapeur qui circule. Sur la droite, vous avez un dispositif existant sur la partie grise. C'est ce qu'on appelle le backford pour tester les métaux. Par-dessus, on a fait un dispositif pour suspendre des pièces et on a exposé nos pièces dans cet espace confiné. On provoque de la condensation avec une température d'eau qui est maintenue à 40 degrés. Donc, ça correspond à la température qu'on va avoir au niveau du meuble au-dessus d'une casserole. Et on va regarder ce qui se passe. Et on a comme ça, avec les industriels, fait un panel d'échantillons. On a élaboré des cotations pour que ça corresponde aux besoins des industriels. Donc ça, c'est des méthodes qui existent maintenant. J'enchaîne rapidement sur la méthode de la stabilité des décors. Vous avez deux finitions en bas, une à droite qui a été très travaillée, enfin qui a très mal survécu au test climatique, qui est devenue très troublée, et à gauche, une finition qui, elle, a bien mieux résisté. On a parlé des caractéristiques d'aspect. On va, dans certains cas, faire un vieillissement climatique, un peu inspiré du choc thermique et des variations humides et secs. Et on va voir si ma finition, celle de gauche, celle de droite, elle a bien vieilli. Celle de droite, elle a très mal vieilli. Celle de gauche, elle a très bien résisté. Donc là aussi, c'est des critères qui sont importants. Nos préoccupations quand on développe des méthodes d'essai, c'est d'essayer d'être économiquement viable et d'avoir un résultat assez rapide. Ici, vous avez un exemple pris dans un magasin avec des façades de cuisine, avec des ondulations très très marquées. Et là, vous avez une autre façade où les ondulations sont un peu moins marquées. À droite, c'est une photo dans le magasin. À gauche, c'est une photo prise, c'est le reflet de la mire que je vous expliquais tout à l'heure. Là, je vais prendre un autre exemple, c'est celui de la micro-rayure. On a développé au niveau européen une méthode de micro-rayure, la 16611, qui a été assez peu reprise par les industriels français parce que les évaluations ne correspondaient pas aux besoins. On a travaillé avec les industriels et là encore avec le soutien du CODIFAM, on a travaillé sur l'adaptation de cette méthode. On a modifié la grille d'évaluation de façon à répondre aux besoins des entreprises. Et ça a été intégré dans un référentiel de certification maintenant. Je vais vous montrer quelques photos.
à gauche, à droite, c'est la même finition. À gauche, vous avez l'évaluation de la résistance à la rayure circulaire. Le résultat obtenu, il est bon par rapport aux critères habituels. Et à droite, vous avez un exemple avec 10 frottements. Les 10 frottements, ils sont réalisés avec cet objet. Ça, c'est notre matériau frottant. C'est un Scotch-Brite qui est référencé dans la norme. On a un plateau qui vient et on a fait une dizaine de mouvements. Vous voyez qu'en surface, on a une dégradation qui est très rapide. Et même si j'ai un seuil de résistance à la rayure qui est bon, l'aspect ne sera pas bon. Je vais vous montrer la photo suivante. Ça, c'est ce qu'on obtient après 80 mouvements. 80 mouvements, ça veut dire que dès que je vais prendre du papier, si c'est une table, dès que je vais frotter un petit peu, si c'est pour nettoyer un élément de cuisine, et ben, si jamais je mets un petit coup d'éponge grattante, ma cuisine va être dégradée très très vite. Et ce n'est pas réparable. Là, ce n'est pas une laque, c'est un décor collé de mémoire. Et donc ça, c'est pour vous dire que les essais sont parfois complémentaires. Je peux être très bon à la rayure, très bon à l'abrasion parce que j'ai une couche de noir importante, donc ma couche d'usure est importante. Néanmoins, ben, l'aspect va se dégrader très vite. Voilà. On a aussi d'autres travaux. On ne s'arrête pas uniquement à ce qu'on a. On essaye constamment de s'adapter aux besoins des entreprises ou des centrales d'achat ou des utilisateurs. Donc là, en fait, on va travailler dans les prochains mois sur différentes approches. On a en entreprise, par exemple, des problèmes quand on déplace les panneaux ou quand ils sont convoyés sur les chemins de roulement. On a des traces de crayonnage. Mon panneau, il est bon à la rayure, il est bon à l'abrasion et pourtant il est invendable parce que j'ai des traces de crayonnage. Donc on est allé voir par exemple ce qui se faisait dans d'autres industries pour les marquages d'ongles, notamment en automobile, et on est en train de l'adapter sur des surfaces. Le but étant de pouvoir qualifier mon produit et de pouvoir manufacturer mon produit et de pouvoir l'utiliser après sans souci. À droite, c'est un exemple avec de la stagnation d'eau sur des plans de cuisine. Alors, on a d'autres sujets comme ceci. On a, par exemple, on va chercher à caractériser les surfaces, ce qu'on appelle entre guillemets l'énergie de surface, pour voir si ma surface va bien résister aux tâches, va être plus durable qu'une autre. Et ça nous intéresse en particulier de développer des méthodes non destructives, puisque les méthodes non destructives nous permettraient, lorsque j'ai un produit qui est recyclé via les recycleries, j'ai un panneau qui arrive, qu'est-ce que je peux en faire? Je ne sais pas forcément si c'est résistant, pas résistant. Et donc, on va essayer de développer des méthodes non destructives pour caractériser, évaluer la performance de ces surfaces, pour aller plus vite, de donner des prédictions de résistance, par exemple, aux tâches, donner des aptitudes au nettoyage, donner plus d'opportunités à du recyclage sur des matériaux euh, qui ont été mis dans le circuit du recyclage. Voilà, pardon. J'en profite pour montrer un autre appareil qui est portable, qui est très intéressant. Tout à l'heure, on parlait de la qualité d'aspect. Donc ça ressemble à un petit chariot. On va scanner la surface en le faisant rouler comme ça sur un échantillon et on va comme ça pouvoir mesurer l'ondulation de surface. Euh, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été développées depuis 10-15 ans dans l'automobile, qui peinent un petit peu à arriver dans l'ameublement. Et je pense que c'est bien de se préparer aujourd'hui pour se dire comment je l'évalue, comment je capitalise ça. La limite de ces instruments-là, ils sont très bien conçus pour l'automobile, c'est-à-dire des pièces qu'on va observer à 5-10 mètres et selon des critères automobiles. Quand nous, on est en ameublement, on a des fois plus de mal à trouver la corrélation entre les instruments et les approches, les modèles automobiles par rapport au modèle ameublement. Quand on est dans une habitation, le meuble, on l'observe à quelques mètres, rarement à 5-10 mètres. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Et on a quand même aujourd'hui pas mal d'opportunités avec les instruments, mais surtout que ce soit une mesure au spectrocolorimètre, au brillance-mètre, avec un microwave, euh, quel que soit l'instrument utilisé, il faut vraiment bien s'approprier l'information qu'on a et bien se dire comment je vais l'exploiter plus tard. Par exemple, si on veut mettre des tolérances sur des couleurs, si vous faites vos mesures en LAB,
c'est selon moi plus difficile de les exploiter après parce on est dans un système qui est orthogonal. Si vous prenez un système cylindrique, par exemple avec le LCH, que je préfère largement, on va être cohérent avec les atlas que je vous ai montré tout à l'heure et on peut mettre dedans des formules d'acceptabilité. Là aussi, c'est une piste intéressante puisqu'on va adapter la tolérance à la perception humaine, qui n'est pas homogène. On n'a pas la même capacité de discrimination entre deux blancs, deux jaunes et deux rouges ou deux bleus. Une différence infime dans les couleurs claires, dans les blancs, dans les jaunes, on va la voir. Dans les rouges, on peut faire un écart 10, 15, 20 fois plus grand, on, on- on va l'accepter hein, en longueur d'onde sur le spectre du visible. Euh, 20 nanomètres d'écart sur un rouge, ça ne va pas gêner grand monde. Par contre, 10 nanomètres d'écart sur un jaune, ben, tout le monde, le consommateur lambda, va le voir, ça va lui sauter aux yeux.